Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue en direct de l'auditorium en ligne de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Nous vous souhaitons une bonne année 2021 dans la mesure du possible et nous vous retrouvons donc pour cette année de nouveau en ligne, à distance. Donc nous prenons toutes vos questions sur le chat de la chaîne YouTube de la Cité des Sciences et de l'Industrie. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous nous retrouvons ce soir pour un cycle de 3 conférences. Un cycle intitulé « Des robots en milieu extrême ». Des robots donc que nous allons en découvrir de différentes sortes ensemble. Ce soir, je vous propose de parler de robots qui partiront prochainement sur notre satellite naturel, la Lune. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir des robots qui nagent dans la lagune de Venise. Et la semaine suivante, je vous retrouverai pour découvrir un robot qui s'oriente grâce à la lumière du soleil. Alors ce soir, pour parler de la Lune et des robots qui la rejoindront bientôt, nous recevons Bernard Foin. Bonsoir Bernard. Et Frédéric Aït-Touati. Bonsoir Frédéric. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Merci. Alors, je ne sais pas si vos micros sont ouverts. Oui, bonjour depuis la Lune. Alors, bonsoir. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir, même à distance, pour cette conférence. Je vous présente tous les deux succinctement et puis je vous laisse la parole pour une petite heure, puis je vous transmettrai les questions donc, de notre public présent à distance. Alors Bernard, vous êtes directeur du groupe international de travail à l'exploration lunaire de l'ESA à l'ESTEC. Vous êtes responsable scientifique de la première mission lunaire européenne qui s'appelait Smart One et vous êtes professeur à l'Université libre d'Amsterdam aux Pays-Bas. Et ce soir, vous nous parlez donc de ces robots qui rejoindront notre satellite naturel prochainement. Donc, nous nous interrogeons que feront-ils, quand partiront-ils, comment travailleront-ils dans cet environnement si abrasif et hostile que représente notre Lune, que vous appelez d'ailleurs le 8e continent. Frédéric Aït-Touati, vous êtes historienne des sciences et metteuse en scène. Vous travaillez sur la relation entre littérature, sciences, théâtre, récit. Vous avez publié un ouvrage Terraforma que vous appelez être un manuel de cartographie potentielle et qui décrit l'exploration d'une Terre parfaitement inconnue. Et vous aviez également publié en 2011, si je ne me trompe pas, un essai, Contes de la Lune, dans lequel vous explorez l'usage de la fiction comme outil d'exploration justement des lointains et des mondes invisibles. Donc nous écouterons votre point de vue sur les projets de Bernard et sur ce travail. Je vous remercie beaucoup, je vous laisse la parole Bernard et je vous retrouve à la fin de la conférence. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci. Bien, bonsoir à tous, bonsoir Lisa, Frédéric et toute l'équipe. Et donc je voudrais vous parler, oui, de notre voyage ensemble vers la Lune. Alors pour cela, j'ai une présentation que je vais partager, que j'ai appelée « Robots humains donc village », même sur la Lune. Je parle un peu de Mars aussi. Donc en fait, je travaille donc à l'Agence spatiale européenne, mais aussi dans diverses universités. Et nous avons formé un groupe international d'exploration de la Lune il y a 25 ans, et plus récemment un groupe qui s'appelle Euromoon Mars. Donc c'est un groupe où nous avons des collaborateurs, des jeunes et aussi des moins jeunes, qui chaque année travaillent sur divers aspects de cette exploration de la Lune et de Mars et de cette science. Et vous avez ici donc un échantillon de certains aspects que nous couvrons. Donc cette mission Smartin, mon bébé qui est allé vers la Lune en 2003, mais aussi nous regardons des robots, nous essayons aussi de faire des simulations avec des astronautes. Nous avons même construit un petit village lunaire, une base lunaire sur laquelle nous pouvons être confinés. Si vous êtes intéressé, je peux vous enfermer sur cette base pour 2 semaines pour vous inviter à percevoir les mêmes impressions que sur la Lune. Et là, j'ai aussi donc un certain nombre de collaborateurs. J'ai mis leurs prénoms parce que je n'avais pas la place de mettre tous les noms en entier. Donc, je vais vous parler de ces robots. Hein. Alors, il y a 15 ans, mon bébé lui-même, c'était un robot, il s'appelait Smart 1. Nous l'avons lancé vers la Lune. Hein, c'était la première mission en fait de ce millénaire. Hein, donc, et à l'époque, nous étions les seuls, donc l'Europe,
avait une mission que nous avons lancée depuis la Terre sur une grosse fusée, puis en utilisant simplement une technique de propulsion électrique, seulement avec l'énergie solaire, nous avons pu voyager vers la Lune. Alors, après 3 mois, nous avons fait notre première image et nous avons fait une photo de, voilà, de notre beau continent qui est l'Europe, avec un petit peu d'Afrique. Et puis, nous sommes allés donc en route vers notre 8e continent, la Lune. Et ça, ceci a été fait avec bon, un long voyage qui a duré près d'1 an et demi, puisque, avec cette technique de propulsion électrique. Alors, moi, j'ai vu que Frédéric s'intéressait aux cartes. Nous avons fait des images de la Lune. Donc, vous savez que les premières images ont été faites à l'œil nu, puis Galiléo, utilisant son télescope, a observé les détails sur la Lune et même a reconnu que les paysages sur la Lune ressembleraient à ce que l'on pourrait observer de montagnes, même vues depuis l'espace. Et c'est ce que nous avons fait, nous, en nous rapprochant et en regardant donc des détails. Nous pouvons regarder donc des failles à la surface de la Lune, donc c'est en fait des rides de Lune qui expriment comment l'intérieur de la Lune s'est refroidi au cours du temps, au cours de son âge, hein, qui est de 4,5 milliards d'années. Puis, nous avons aussi des cratères d'impact qui sont créés par des collisions catastrophiques d'embryons de planètes, et puis aussi de roches de tout le temps. Et ceci a eu lieu depuis donc, la naissance du système solaire, et nous pouvons même mesurer donc ce bombardement à la surface de la Lune, dont la surface n'a pas beaucoup évolué à part ces impacts externes. Et donc, on peut utiliser la Lune comme un livre d'histoire pour comprendre l'histoire du bombardement. Donc, la Lune nous raconte des histoires. On peut dire la Lune nous fait un conte qui va nous permettre de reconstruire ce qui s'est passé dans le système solaire, même comment la Terre était bombardée et comment le système solaire a évolué. Il y a aussi des structures volcaniques. Il y a eu des volcans, il y a 3 milliards d'années, qui se sont éteints, mais il y a certaines régions de la Lune que vous pouvez observer qui sont d'anciens bassins d'impact qui ont été remplis par des laves, des basaltes, et qui ont une couleur un peu plus sombre. Et vous pouvez voir ça quand vous regardez la Lune avec des jumelles au télescope. Alors, nous avons aussi exploré une région, donc Frédéric parle de Terra Incognita, nous avons observé la Luna Incognita, des régions qui sont placées au pôle de la Lune, et aussi en particulier sur la face cachée de la Lune, qui n'est jamais visible directement depuis la Terre. Et donc, je vous montrerai aussi certains résultats que nous avons obtenus de cette Luna Incognita, en particulier des régions polaires très spéciales, qui ont des parties très froides, des températures de moins 250 degrés Celsius, mais aussi des régions qui contiennent des réserves de glace d'eau qui peuvent être exploitées pour l'exploration future. Et nous avons même à la fin, donc, nous sommes posés sur la Lune, à grande vitesse, et créé un impact que nous avons observé depuis la Terre. Voilà, si vous voyagez vers la Lune, hein, prenez votre guide du routard lunaire, et dans ce guide du routard, il y a cette carte de la Lune que nous avons obtenue avec notre petite mission ce matin. En fait, c'était avec une étudiante. Nous avons fait une mosaïque de diverses images de diverses régions de la Lune. Alors, il y a près du cratère Shackleton, c'est le pôle sud de la Lune. Il y a donc ces cratères d'impact sont au pôle et ils sont sombres tout le temps, donc à des températures de moins de 200 degrés Celsius. Il y a des régions, donc des plus gros cratères que l'on va pouvoir explorer, aussi où nous avons découvert des réserves de glace. Et si vous aimez la Terre, vous pouvez, depuis le pôle de la Lune, voir la Terre au-dessus de l'horizon 2 semaines par mois. Et puis 2 semaines, la Terre sera au-dessous de l'horizon, et là, vous serez coupé de la Terre. Et d'ailleurs, si vous êtes misanthrope, vous pouvez aller un peu plus loin dans certains de ces cratères sombres, et vous ne verrez jamais la Terre. Ceci pourrait être aussi un lieu où nous pourrions bâtir des bases lunaires pour apprendre aux astronautes qui veulent aller plus loin vers Mars. Voilà l'effet psychologique de ne pas voir la Terre. Alors même près du pôle sud,
de la Lune, nous avons découvert un endroit qui est un peu plus élevé et à partir duquel il y a une sorte de lumière éternelle. Le Soleil est toujours un peu au-dessus de l'horizon. Ça avait déjà été prévu par Camille Flammarion, au 19e siècle. Ce pic de lumière éternelle, nous l'avons confirmé, nous l'appelons le pic Smartin. C'est un endroit où beaucoup de pays veulent aller. Donc, il y a une surface de à peu près 1 km², c'est assez petit, mais là, vous pourriez avoir de l'énergie solaire en permanence. Et donc, il y a une sorte de course pour aller vers ce pic de lumière Smartin. Alors, à l'époque, nous étions tous seuls autour de la Lune, pendant 3 ans. Puis, nous avons utilisé cette occasion pour partager nos données avec le monde entier, avec les scientifiques, avec les explorateurs. Et en particulier, nous avons partagé avec les Américains, des Russes, des Ukrainiens, des Indiens, des Chinois. Et les Chinois, donc, très contents de cette collaboration, nous ont invités à participer à leur mission qui s'appelait Chang'e 1. C'est une mission aussi dont le nom vient d'une fée, donc le conte de la lune continue. C'est une légende chinoise où une jeune fille, une fée, est allée sur la lune et puis est restée là-bas et on peut la voir si vous regardez au télescope. Et donc, ils ont envoyé cette mission Chang'e à la surface de la lune, Chang'e 1 autour de la lune en 2007. Et puis en 2010, ils ont lancé une autre mission autour de la Lune. Et là, vous les voyez qui montrent les premières images de la Lune. Ils ont invité le Premier ministre pour faire ça. Donc là, c'est un pays où la science est très populaire, au point que les personnalités politiques la partagent avec le public. Puis nous avons aussi des Japonais qui ont envoyé une mission, une sorte de gros véhicule de 2 tonnes comparé à nos 400 kilos de Smartin. Et on fait une cartographie vraiment très détaillée de la Lune. Puis en 2008, nos collègues indiens ont envoyé une mission, s'appelait Chandrayaan 1, aussi un personnage mythique, et qui a transporté des instruments, dont 3 instruments qui avaient été adaptés des instruments que nous avions de Smartin, donc des instruments européens. Donc vous avez vu, toute une série de pays se sont engagés dans l'exploration lunaire. Après ces missions, les Américains eux-mêmes, en 2009, ont lancé une très belle mission, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui a fait une cartographie très, très détaillée et des mesures avec divers instruments, et qui est encore en opération maintenant, après 10 ans. Puis d'autres expériences ont été lancées. Et de fait, depuis 25 ans, avec tous ces acteurs intéressés par la Lune, à la fois les agences spatiales, mais aussi les industries, les entrepreneurs, les chercheurs et les explorateurs, nous avons formé un groupe international d'exploration de la Lune avec des représentants de diverses agences et d'industries et d'universités. Et nous avons établi une sorte de feuille de route pour aller nous installer sur la Lune. Ça a plusieurs étapes. Première étape, c'est d'avoir des missions précurseurs en orbite, comme nous avons fait avec Smartin et les autres. Puis, après, de mettre en place des alunisseurs, des rovers, et former une sorte de village robotique qui travaille en coordination, en bonne collaboration avec divers pays et divers acteurs. Et puis, ces robots vont pouvoir être de plus en plus efficaces et vont pouvoir déployer des plus gros systèmes comme des habitats, des systèmes de production de nourriture ou d'énergie, et de façon à ce qu'on puisse avoir un poste avancé humain qui peut être visité de temps en temps par les humains. Et puis, là, nous avons déjà commencé le village robotique. Depuis 2013, nous avons des robots qui sont en permanence sur la Lune. Et à partir de 2021, nous aurons des humains autour de la Lune. Puis à partir de 2024, nous aurons des humains qui vont aller mettre leurs bottes sur la Lune. Et vers 2030, nous regardons la possibilité d'avoir une présence permanente, donc des équipages d'une dizaine de personnes qui vont se relayer, et ainsi l'humanité sera présente en permanence sur la Lune, comme nous avons depuis 20 ans l'humanité présente sur la Station spatiale internationale en orbite. Alors, comment est-ce que vous pouvez y participer? Nous avons développé des projets aussi avec des jeunes, où nous avons construit notre
propre à l'unisseur. Et vous voyez, il est équipé, bon, il y a des pieds pour l'unir, puis il y a des instruments. Et nous l'avons testé donc, pour l'équiper d'instruments ou de petits systèmes robotiques. Alors, pour cela, nous avons aussi développé une initiative où nous donnons à des jeunes professionnels la possibilité de participer à ces projets, à la fois des projets scientifiques, développement d'instruments qu'ils peuvent mettre, par exemple, sur cet alunisseur, mais aussi, nous avons eu, par exemple, un botaniste qui s'intéresse à faire pousser des plantes sur la Lune, qui a fait des essais. Il y a des expériences de sciences de la vie, il y a des robots, et il y a même des astronautes qui sont intéressés aussi à s'entraîner pour l'espace et la Lune. J'ai dit que le village robotique a commencé. En fait, depuis 2013, nos collègues chinois ont lancé une mission qui s'appelle Chang'e 3, qui s'est posée sur la face visible de la Lune, et ils ont déployé un rover avec le nom poétique de Yutu. Yutu, ça veut dire lapin de jade, parce que si vous regardez la Lune, en particulier depuis les latitudes de la Chine, ça ressemble à la tête d'un lapin, avec deux oreilles, et donc il y a aussi une légende qu'il y a un lapin sur la Lune. Et donc ce rover s'appelle Yutu, et il a fonctionné, exploré. Il a même fait une photo de la sonde qu'il avait ramenée. Alors ici, en Europe, nous regardons aussi la possibilité de mettre des robots sur la Lune. Donc, nous avons construit un alunisseur, et nous avons aussi des robots avancés, des rovers, donc qui sont capables de façon autonome à explorer un nouveau domaine, qui peuvent aller aussi chercher. Voilà, pardon, là c'était l'image de l'alunisseur chinois, hein, donc qui est encore en fonction depuis 2013. Donc après 7 ans, ce lander est toujours en opération. Il a un télescope qui observe la Terre et le cosmos, et il envoie encore des données. Alors oui, et nous en Europe, nous avons ce système où nous regardons comment emmener des robots à la surface de la Lune, et nous les testons sur un endroit très similaire à la Lune. C'est au sommet de l'Etna, donc un volcan qui a aussi déposé des cendres volcaniques, et qui donc donne un terrain qui ressemble très fort au terrain de la Lune. Voilà, par exemple, une campagne que nous avons organisée en 2017, où vous avez 2 robots autonomes, intelligents, qui peuvent aller rencontrer le lander. Ils travaillent en collaboration. Ils vont donc prélever des boîtes avec des instruments, et après, ils vont les installer à la surface de la Lune pour faire des mesures de tremblement de Lune ou de géophysique. Ou alors maintenant, nous avons développé une campagne pour l'année prochaine. Nous allons avoir des boîtes où ils vont mesurer des échantillons du sol et des roches. Ils vont même déployer des systèmes d'antennes radio qui vont nous aider à observer le Soleil, Jupiter et notre Voie lactée. Alors là, nous parlons encore de robots, et ça a été l'effervescence pour la construction de robots vers la Lune. Donc, il y a 10 ans, il y a eu un appel lancé par la compagnie Google qui a offert donc un prix qui s'appelait Google Lunar X Prize, qui promettait 20 millions de dollars à la première compagnie qui serait capable de se poser sur la Lune et puis de se déplacer de 500 mètres. Donc, il y a eu une vingtaine d'équipes qui ont travaillé sur ce défi. Et une de ces équipes, basée en Israël, a construit cet alunisseur qui s'appelle Bereshet. Hein, c'est la Genèse en hébreu. Et ils ont lancé cette mission, et ils ont touché la Lune en avril 2019. Donc, c'est un beau succès commercial. Alors, cependant, ils l'ont touché. Il y a eu une anomalie à la dernière minute, et voilà, le système de descente n'a pas trop bien fonctionné, donc ils se sont écrasés à la surface de la Lune.
moi-même, donc, avec ma mission ce matin, nous sommes aussi, nous étions en orbite, et puis à la fin de vie, il n'y avait plus de fuel pour contrôler le satellite. Et donc, nous sommes posés sur la Lune, mais avec une vitesse de 7000 km/h quand même, hein, qui a fait des petits dégâts. Mais voilà, après ce demi-succès, ce groupe est en train de construire une prochaine mission et ils vont apprendre de leurs leçons. Nous avons aussi en Europe un groupe qui avait commencé à l'occasion de Google Lunar X Prize, qui a développé aussi un système d'alunisseurs qui s'appelle ALINA, et ils ont trouvé des bons sponsors pour construire le rover. C'est la compagnie Audi automobile qui a mis toute une équipe pour développer un rover Quadro pour la Lune. Alors, ils ont trouvé un autre sponsor avec compagnie Vodafone pour les systèmes de communication et Red Bull pour toute la partie de publicité de leur projet. Et là, avec ces diverses compagnies, maintenant, vous avez la possibilité d'envoyer des cadeaux vers la Lune. Et ils vous demandent seulement le coût du transport. C'est comme c'est le coût de Postal ou FedEx ou Amazon. Ça vous coûtera simplement par kilogramme 1 million d'euros. Alors évidemment, 1 million d'euros, il faut les avoir, ou alors il faut vraiment développer des systèmes extrêmement miniaturisés, des robots miniatures, et à ce moment-là, vous payez moins cher. Alors, si vous regardez dans les prochaines années, récemment, j'ai parlé de diverses missions qui sont allées vers la Lune. Là, cette année, en décembre, il y a eu une mission superbe avec le frère de Chang'e 4, un robot, un lander qui s'est posé sur la Lune, mais qui est équipé d'une fusée de retour, qui a pris des échantillons et qui les a ramenés, donc après un rendez-vous en orbite, qui les a ramenés dans une capsule qui est rentrée dans l'atmosphère terrestre. C'est une superbe prouesse technique et aussi une promesse scientifique. Et là, vous voyez, dans les prochaines années, il va y avoir des alunisseurs commerciaux. Donc, vous pouvez acheter votre place sur la surface de la Lune et proposer des expériences là-bas. Et divers pays aussi, la Corée, la Chine de nouveau, ils vont aller au pôle de la Lune où on a trouvé des glaces. Le Japon et aussi l'Europe travaillent en collaboration avec la Russie pour un alunisseur qui ira vers les pôles de la Lune pour essayer d'explorer ces glaces d'eau que nous y avons découvertes. Alors ça, c'est le programme avec les robots tout seuls. Bon, les robots, en fait, ne sont jamais tout seuls, surtout quand ils sont sur la Lune, ils sont téléopérés depuis la Terre. Hein. Donc, la distance de la Lune, c'est 380 000 km, c'est à peu près un peu plus d'une seconde pour la lumière pour y arriver. Donc, on peut téléopérer des robots depuis la Terre. On peut avoir donc des équipages qui opèrent ces robots. Et d'ailleurs, dans le futur, on pense avoir donc des robots qui travaillent en coopération, pilotés par divers opérateurs, et on pourra faire même des courses ou des divers événements. On pourrait même, vous avez vu peut-être ces robots qui dansent, on pourra faire des danses de robots sur la Lune, et on pourra les téléopérer depuis la Terre. À propos des humains, nous avons aussi maintenant commencé une nouvelle phase où les humains vont retourner autour de la Lune. Alors, ceci sera vers 2023, et puis à la surface à partir de 2024. Alors, voilà cette phase qui va inclure les humains, constitue donc un investissement important, en particulier des États-Unis, qui développent une capsule qui s'appelle Orion, qui est capable d'emmener 4 astronautes autour de la Lune. Et cette capsule, d'ailleurs, ne peut pas aller vers la Lune toute seule. Et pour cela, elle a besoin d'un module, un engin qui va l'injecter avec grande précision autour de la Lune et qui va revenir avec elle pour injecter la capsule dans l'atmosphère terrestre. Et ce module de service est construit par l'Europe, par l'ESA. Donc, les Américains ne sont pas capables encore d'aller sur la Lune par eux-mêmes. Il y a une très bonne collaboration avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA, pour ce projet. Et cette capsule, donc, devrait emmener, elle va partir en 2021 en vol automatique, sans personne, pour vérifier que tout fonctionne.
pour une dizaine de jours autour de la Lune. Puis en 2023, il y aura un équipage de 4 personnes qui pourra inclure un astronaute européen. Et nous avons maintenant 3 tickets pour utiliser donc cette capsule dans les prochains vols pour aller autour de la Lune. Et en 2024, il est prévu que 2 des astronautes qui vont utiliser cette capsule auront la possibilité d'aller à la surface de la Lune. Et ceci inclura la première femme sur la Lune, puisque auparavant, nous avons eu simplement 12 hommes, des hommes blancs d'ailleurs, américains, qui se sont posés sur la Lune lors de l'époque Apollo. Alors voilà, ceci ouvre le champ pour ce qui est l'exploration humaine. Donc, j'ai parlé beaucoup de robots jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous avez quelques questions sur les robots. En particulier, même s'il y a des robots, vous savez, nous pouvons chacun avoir des avatars, avoir des petits robots que vous envoyez et qui pourront regarder la Lune à travers leurs yeux et vous transférer leurs impressions. Et aussi, vous pourrez manipuler à travers les bras et les mains de ces robots. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou Frédéric en particulier. Est-ce que ces réalisations récentes de missions robotiques, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que ça résonne avec donc votre travail sur les contes de la Lune? Ben oui, énormément. Merci beaucoup de ces dernières nouvelles de la Lune. Moi, je voulais juste réagir déjà en disant à quel point ce que vous décrivez et racontez réalise en quelque sorte des rêves extrêmement anciens. En fait, moi, c'est ça qui me frappe en vous écoutant, c'est-à-dire que notamment cette idée de créer des villages dans la Lune, des astronomes savants du XVIIe siècle comme Kepler, qui est très connu pour ses travaux d'observation et de description, et pour ses lois aussi, a été l'un des premiers à imaginer des villes dans la Lune. Ce n'était pas seulement des villages, c'était des villes. Et à faire une description comme ça d'une surface lunaire peuplée. Donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très, très impressionnant d'imaginer que on en est désormais là, hein, que ce qui était la fiction absolue, c'est-à-dire l'idée d'aller sur la Lune, est devenu non seulement possible, mais est en train de s'organiser. Donc moi, j'avais bien envie de discuter avec vous et d'en savoir un petit peu plus sur la mise en œuvre, en fait. Dans quelle mesure c'est pour vous proche, dans un futur proche? Dans quelle mesure ces villages sont des villages de recherche ou des villages d'habitation? Enfin voilà, de quoi parle-t-on quand on dit mission, exploration, village, peuplement aujourd'hui? D'accord, ben c'est très bien. Alors, ça va me faire la transition avec... Alors, je parlais jusqu'à présent des villages robotiques. Alors, le village robotique, c'est le robot qu'on met sur la Lune, mais ce robot peut faire de la science. Il peut aussi développer des nouvelles technologies et il prépare aussi l'étape où il va y avoir des humains. Et c'est aussi ça. En fait, il y a beaucoup d'aspects humains derrière même un robot. Le robot, comme les missions en orbite que nous avons construites, a été l'occasion aussi de construire des collaborations avec des scientifiques de divers pays, une opération de paix, hein, d'échange de données. Nous nous sommes rendus compte aussi que ça inspire beaucoup le public, ça inspire les jeunes, ça inspire les poètes, ça inspire toute la société. Et de fait, quand nous avons pensé à cette idée de village robotique, puisque voilà, on met d'abord les robots, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, le village est beaucoup plus gros qu'un village de robots. En fait, c'est le village à la McLuhan, c'est le village global de la Terre avec 7 milliards d'individus. Il faut les envoyer sur la Lune, il faut les engager à faire partie de cette aventure. Et c'est vrai que, bon, avec des robots, on peut commencer à le faire, mais aussi, on se rend compte qu'il va falloir envoyer des humains à certains moments, donc des sortes d'envoyés spéciaux qui seront là-bas, mais qui vont bien interagir avec l'humanité qui va rester pendant quelques temps. Et c'est ça, cette vision que nous avons développée, ce que nous appelons le village lunaire, donc qui va avoir divers jalons. Donc il y a le jalon avec la constellation, donc la flotte autour de la Lune, le village robotique, et puis il va y avoir
le retour vers la Lune, moi je dis, on ne va pas retourner vers la Lune, on va même séjourner, y rester de façon durable, avec des humains, mais qui vont travailler aussi avec des robots qui vont être téléopérés depuis la Terre pour faire une grande partie des opérations. Alors voilà une vision de notre village lunaire dans une phase intermédiaire où nous avons des modules qui sont envoyés, puis nous utilisons les robots et des structures gonflables pour augmenter le volume, et puis nous prenons les robots qui prennent le sol lunaire et couvrent. Le sol lunaire, c'est une poudre vraiment très, très fine et couvre en fait ces structures gonflables de façon à protéger l'intérieur des radiations cosmiques qui sont vraiment très dangereuses et aussi des impacts de météorites. Et de fait, maintenant, si vous voulez mettre en place cette base habitée, il y a toute une série de défis qu'il va falloir résoudre. Il va falloir aller là-bas en douceur, il faut des bonnes fusées pour partir de la Terre, mais aussi pour allunir. Alors, il y a des constructeurs de fusées qui sont capables de récupérer leur étage de fusée sur Terre. Donc, ils pourraient même utiliser cette technologie pour avoir des très grosses fusées, comme celle de Elon Musk, ce Starship qui peut emporter des gros cargos de dizaines de tonnes. Il pourrait les faire allunir en douceur. Il faut des systèmes de communication avec la Terre, des systèmes aussi d'opération de ces différents modules de façon autonome, bien sûr. Il faut survivre. En général, les astronautes aiment bien survivre. Donc, on a des systèmes de soutien à vie, de sécurité, des protocoles, mais aussi on s'intéresse à la survie des équipements qui sont quand même dans un milieu assez extrême. La surface de la Lune, donc par exemple, si vous allez à l'équateur de la Lune, la température est pendant 2 semaines au soleil de 120 degrés Celsius. Et puis la nuit, pendant 2 semaines, elle est de moins 170 degrés Celsius. Et donc, il va falloir construire aussi des systèmes où on est capable de maintenir des bonnes conditions. Donc, il va falloir faire du lunaforming. Ça veut parler de terraforming la Lune. Alors ça, on va le faire de façon artificielle, donc en emmenant des modules qui sont capables de maintenir des températures modérées, mais aussi, comme la Lune n'a pas d'atmosphère, on va créer une atmosphère artificielle qui va pouvoir permettre de survivre là-bas. Alors, un autre défi, on va travailler avec un partenariat entre humains et robots. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir exploiter les ressources qui sont à proximité. Donc, il y a des ressources minérales, il y a des glaces d'eau. On peut utiliser ces glaces d'eau pour produire de l'eau pour les astronautes, mais aussi pour les plantes. On peut aussi même séparer cette eau en hydrogène et oxygène et donc produire de l'oxygène pour la respiration, mais aussi on peut produire du fuel pour les fusées. Et ce qui est intéressant, c'est la Lune, c'est aussi à cause de sa faible gravité, 1/6 de la gravité terrestre est un endroit où on pourrait lancer des fusées de façon plus efficace que depuis la Terre. Ça coûte à peu près 40 fois moins d'énergie pour lancer une fusée depuis la Lune que depuis la Terre. Alors, on a aussi des possibilités des défis de mobilité, donc avoir des systèmes qui peuvent se déplacer sur la Lune avec des roues ou avec des petites fusées ou avec des jambes et des véhicules pour les astronautes pressurisés ou dépressurisés. Alors, il y a aussi un autre défi, c'est que le village lunaire, ça va au début être un village où on va comme une base de recherche, comme en Antarctique, où on peut faire des choses très nouvelles, puisque c'est sur de nouveaux continents à explorer. On va pouvoir faire de la science, tester de nouvelles technologies, mais après, on va aussi permettre des activités d'exploitation des ressources de façon durable quand même. Après, on aura aussi des possibilités de développement économique. On parle aussi à une échelle de 50aine d'années, on pourrait avoir des sortes d'usines de manufacture à la surface de la Lune. Et donc, il y a un certain nombre d'investisseurs de toutes disciplines qui s'intéressent aussi à participer à cet effort et qui vont contribuer à financer les premiers pas de notre exploration et installation sur la Lune. Alors, maintenant, je voudrais vous inviter à participer à une expédition où nous pouvons aussi nous préparer
aller sur la Lune. Et pour cela, voilà, je vais vous demander d'être expert en confinement. Hein, là, alors, ce n'est pas la conférence sur le Covid ici, c'est celle sur la Lune. Mais de fait, j'ai des étudiants et j'ai construit une petite base lunaire et je les enferme pendant quelques jours dans cette base. Et là, ils apprennent dans un milieu très restreint, isolé de tous, sans avoir la possibilité de sortir, comment travailler, comment vivre, comme ils étaient à la surface d'une base lunaire. Alors là, en fait, ce sont 4 étudiants de super-héros. Hein, donc, bon, ils ont la motivation des ingénieurs de l'espace et ils sont, par exemple, installés dans ce module, là, donc une sorte de mi-habitat et mi-laboratoire. Donc, ils communiquent avec la Terre. Ils ont des instruments, microscopes, spectromètres pour analyser l'échantillon. Ils ont même une machine d'impression 3D. S'ils ont oublié un outil sur la Terre, ils n'ont pas besoin d'attendre 5 jours. Ils peuvent imprimer leur outil ou faire des objets. Et puis, ils ont un espace aussi de travail et de repos. Alors ça, j'ai installé voilà, à proximité de notre centre technique ESTEC de l'ESA. Mais nous avons aussi des campagnes où nous allons dans la nature, dans des environnements analogues à la Lune. Alors, vous avez vu l'environnement de l'Etna, hein, c'est très similaire, et même très proche de nous, à mi-chemin entre Paris et les Pays-Bas, un petit peu vers l'Allemagne, il y a un volcan qui a explosé il y a hier, à peu près, à l'échelle géologique, hein, il y a 10 000 ans. C'est vraiment hier, à l'échelle de l'âge de la Terre. Il y a eu un volcan énorme qui a explosé. Et pendant quelques semaines, il y a eu donc des nuées de poussière qui se sont déposées et qui ont créé des couches de 25-30 mètres de cendres. Et là, ces cendres sont similaires à ce que l'on peut trouver sur la Lune. Nous y allons avec un alunisseur, avec des astronautes, avec des rovers, pour montrer voilà, comment ce partenariat peut fonctionner dans un environnement lunaire. Vous voyez, là, c'est une photo prise sur la Lune. Hein, donc, ça, c'est dans ce parc volcanique de Eiffel, une photo, puis avec un petit peu d'Adobe Photoshop, on a vraiment l'impression qu'on est déjà sur la Lune. Alors, nous avons aussi exploré d'autres environnements. Sur la Lune et sur Mars, il y a des grottes. Des grottes qui sont formées en fait par des coulées de lave et qui évacuent et elles peuvent contenir aussi des glaces. Donc, nous avons fait des campagnes dans des grottes avec des dépôts de glace, en particulier pour voir si on était capable de prélever des échantillons qui pourraient contenir de la vie. Donc, l'astronaute prélève des échantillons dans des conditions stériles, comme il le ferait dans des grottes glacées sur la Lune ou Mars. Alors, ça, c'était une grotte dans les Alpes. Hein, vous voyez, c'est immense. En fait, sur la Lune et Mars, la gravité est moindre, donc on peut avoir des grottes encore plus grandes que celles que l'on trouve sur Terre. Alors, dans le thème de construire des habitats sous la glace, nous avons aussi développé un projet, donc un laboratoire donc interuniversitaire qui est développé par l'ESA et qui s'appelait Igloona. Donc, nous avons essayé de construire une sorte d'igloo sous la glace, un habitat avec une vingtaine d'universités qui chacune travaillait sur divers systèmes de donc la construction, l'architecture, la régulation thermique, l'énergie, la communication, etc., divers aspects. Et bon, même avec l'Université d'Amsterdam, nous avons apporté des expériences scientifiques. Là, vous voyez, certains des robots qui sont utilisés, alors certains d'entre eux étaient utilisés pour la construction, puis ils avaient un robot jardinier. Là, on fait pousser des plantes, et puis il y a un bras robotique avec un système de vision et intelligence artificielle qui arrive à déterminer si la plante est mûre, prête à être cueillie, et puis elle peut être remplacée. Et donc, nous avions un jardinier robotique à notre disposition. Puis nous avons aussi emmené notre alunisseur, comme ça, c'est une partie du chemin vers la Lune, hein, puisque moi je suis aux Pays-Bas, donc pour aller vers les Alpes, c'était déjà un progrès dans la direction de la Lune.
Alors, nous avons aussi exploré des endroits sur Terre qui ressemblent à la Lune et Mars. Et en particulier, l'Islande est très bien pour ça. C'est un paysage volcanique. Il y a aussi des glaciers et il y a des tubes de lave que nous avons explorés. Et là, nous avons donc l'objectif de construire un petit habitat avec un mélange de rovers et d'humains. Donc, vous voyez donc, des images de cette campagne en Islande. Alors, nous avons aussi accès à une base isolée qui a été construite donc en Pologne. Et là, donc, nous avons récupéré un hangar d'avions. Et dans ce hangar militaire d'avions, nous avons construit une base et nous sommes capables, dans cette base, de produire le jour et la nuit à notre gré. Et donc, nous avons conduit un certain nombre d'expéditions avec des jeunes astronautes. Là, vous voyez, nos 6 astronautes avant une simulation d'isolation pendant 2 semaines. Vous les voyez avec un grand sourire. Et je peux vous assurer qu'après la mission de 2 semaines, ils étaient encore très heureux. Vous m'entendez tous bien là, parce que j'entends quelque chose qui sonne. Tout est bien? Ah, ok, bien. Je crois qu'il y a un appel. Alors, la raison pour laquelle ils étaient très heureux, c'est que cette expérience de vivre isolé comme sur la Lune, c'est vraiment enrichissant. On apprend beaucoup de choses sur les aspects techniques, scientifiques, mais aussi sur la vie de groupe, même en milieu confiné. Et aussi, nous les avons nourris avec des plantes qui poussaient sur place. Donc, ils ont pu récolter ces plantes avec technique de aquaponique. Même le fait même de s'occuper de ces plantes, ça occupe l'esprit et c'est très bien aussi pour l'équilibre mental de s'occuper de systèmes vivants. Alors, de façon plus récente, nous avons aussi construit une base et utilisé une base qui est à Hawaï, donc sur un des volcans de Hawaï, qui s'appelle Mauna Loa, et qui, elle, est vraiment très isolée. Il y a un système autonome de production d'énergie solaire. Et donc, j'ai fait une expédition là-bas avec donc le fondateur de ce projet, qui est en fait le propriétaire de Tetris, du jeu Tetris. Donc, il investit un petit peu de ses bénéfices dans l'exploration des énergies durables. Nous avons emmené des robots, des drones, des systèmes d'analyse des échantillons. Puis, j'y suis retourné pour conduire une série de campagnes. Et tous les ans, nous avons donc des candidats astronautes qui vont passer 2 semaines sur la Lune. Alors là, je les soutiens à partir d'une salle de contrôle de mission. Et hop, on les entraîne dans cette base lunaire à donc utiliser les équipements de sortie extravéhiculaire. On leur apprend aussi à cuisiner avec de la nourriture spatiale en poudre. Et voilà la vue de cette base lunaire à Hawaï. Ça ressemble très fortement à la Lune. Donc, tous les jours, ils ont un programme de travail. Là, ils devaient réparer une antenne de communication avec la Terre. Ici, ils se préparent avec leur combinaison de sortie, puisque sur la Lune, il faut mettre une combinaison pour être capable de respirer et se protéger donc, des excès thermiques et du vide. Vous les voyez là en sortie sur ces coulées de lave où ils explorent, ils cherchent des échantillons. Et là, ils ont découvert l'entrée d'un tube de lave. Et puis, ils reviennent donc à la maison et ils ont des nourritures donc basées sur de la nourriture en poudre. On met un peu d'eau, puis on doit préparer. Là, j'avais un cuisinier français qui était expert dans la préparation de mets délicieux à partir de produits en poudre. Et là, 2 étudiants en géologie
recueille des échantillons, comme si c'était des échantillons lunaires ou martiens, qui après ont été analysés avec des techniques pour comprendre l'histoire volcanique de ces échantillons. Là, ils ont découvert un nouveau site où on pourrait installer une base dans un tube de lave. Éventuellement, à la fin de cette expédition, hop, nous sommes allés leur rendre visite avec de vrais astronautes de la station spatiale et d'autres collaborateurs. Et vous voyez, tout se termine dans la bonne humeur. Donc, vous voyez, pour préparer ces villages lunaires, il faut, on peut faire du travail sur les rovers, sur les aspects habités, mais même nous avons développé une dimension aussi nouvelle où nous essayons d'y aller avec la société dans son ensemble. Et pour cela, nous avons lancé une initiative qui s'appelle Art Moon Mars, donc avec toute une série d'activités culturelles. Là, je vais aller très vite, c'est un peu en dehors de notre sujet, mais ça pourra peut-être faire la transition avec Frédéric, qui va nous faire rêver sur l'histoire et sur la poétique de l'exploration de la Lune. Nous avons aussi des travaux où nous avons discuté avec des artistes, des designers, des architectes pour essayer d'envisager, voilà, comment sera la vie sur la Lune. Et donc là, j'ai mis tous ces artistes sur la Lune à côté de notre alunisseur. Nous avons fait des projets avec des classes d'artistes qui ont développé des installations ou des œuvres d'art inspirées par la Lune et Mars. Là, vous voyez un artiste qui a construit son mini village robotique, une sorte d'installation avec des lumières qui étaient exposées dans divers événements. Nous avons même aussi fait des travaux avec des artistes et des scientifiques qui s'intéressent aux matériaux vivants, donc à faire l'impression en 3D de matériaux vivants. Là, une artiste qui veut mettre des sortes des champignons, des moisissures sur la Lune, puisqu'on sait qu'elles survivent bien dans l'espace. Là, nous travaillons aussi avec l'Académie d'art appliqué de Rotterdam. Et ils ont travaillé sur des projets le roi de la Lune, le roi de Mars. Et là, nous sommes en plein sur un sujet où ils regardent la nourriture que nous allons préparer sur la Lune. Donc, nous avons donc des échanges avec les artistes, les scientifiques et les ingénieurs, parfois donc aussi des événements musicaux. Nous invitons des musiciens et nous les faisons jouer à l'intérieur de notre module lunaire. Parfois aussi, nous sortons avec nos télescopes et nous avons un projet que nous avons développé qui s'appelle le télescope lunaire sociologique. Donc, nous mettons des télescopes au milieu de la ville et nous regardons la Lune et nous la partageons avec le public. Parfois, nous mettons ça devant une discothèque. Ici, vous voyez. Et même, nous avons fait atterrir notre alunisseur au milieu de la ville avec des astronautes. Où, là, vous nous voyez, nous sommes musiciens aussi, donc nous jouons des musiques inspirées par l'espace et la Lune. Même plus récemment, et je voudrais terminer là-dessus, nous avons aussi travaillé sur un projet qui s'appelle Global Science Opera, inspiré par le village lunaire. Alors là, c'est l'histoire de... En 2040, il va y avoir 100 personnes sur la Lune. 100 personnes, je pense qu'il va y avoir des bébés qui vont naître à cette époque. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces bébés? Il va falloir créer une école. Et donc, qu'est-ce qu'on va leur apprendre à cette école? C'était le sujet de cet opéra Moon Village. Et là, on a fait travailler une vingtaine de classes dans le monde entier qui ont construit l'histoire, les costumes. Et chacune de ces classes a joué une scène de 2 minutes qui a été diffusée par la télévision. Alors, il y a Sophia qui est née sur la Lune. Il y a un robot, c'est un caractère, il y a la gravité. Et voilà. Donc, il y a aussi, pour le futur, il y a de quoi inspirer aussi les jeunes. Je voudrais finir sur un autre aspect où nous voulons, maintenant, sur les prochaines missions, même envoyer une galerie d'art à la surface de la Lune. Et cette galerie d'art, elle est inspirée d'une expérience que nous avons lancée. Nous avions envoyé des échantillons sur la station spatiale d'organismes vivants et voir comment ils peuvent survivre. Nous allons faire la même chose. Nous avons envoyé aussi un certain nombre de plateaux avec des échantillons, mais ça inclura aussi des œuvres d'art qui
vont être préparés par une centaine d'artistes. Et comme vous l'avez dit, il suffit de trouver 1 million d'euros par kilogramme pour envoyer ces œuvres d'art. Et là, la solution que nous avons choisie, nous avons donc diverses artistes qui veulent envoyer des œuvres d'art diverses. Là, c'est le traité de l'espace, il y a des cubes, mais de façon à tenir dans les coûts, on demande à chaque artiste d'avoir une œuvre. Donc, ici, par exemple, c'est un scientifique qui veut envoyer un échantillon de l'air le plus pur qu'on a sur Terre, qu'il a prélevé en Antarctique. Il y a des cristaux, etc. Et nous allons envoyer cette œuvre d'art dans une galerie qui fera 10 par 10 cm. Et ceci nous permet d'avoir, donc, d'ici 2 ans, de l'envoyer sur le prochain lunisseur. Et donc, pour cela, nous avons aussi tout un groupe intergénérationnel de tous les pays qui développent donc, des projets socio-culturels inspirés par la Lune et l'espace. Et je voudrais terminer là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et nous verrons s'il y a quelques questions. Et maintenant, je serai content d'écouter Frédéric. Merci infiniment pour ce voyage absolument passionnant dans lequel vous nous avez embarqués. En quelque sorte, ma réaction va être un petit peu une note de bas de page à ce que vous nous avez proposé. J'étais vraiment fascinée de voir à quel point ces recherches dont vous nous avez parlé, donc les recherches les plus récentes, les projets les plus actuels, toute cette projection vers le futur, y compris avec ce petit bébé qu'on voit sur cette dernière image, tout cela fait écho à des siècles de réflexion, de rêve, d'exploration, de spéculation aussi scientifique. Donc là, ce que je vais faire entre 8 et 10 minutes, c'est en fait reprendre, j'ai noté pas mal de choses en vous écoutant, reprendre une partie des thèmes que vous avez proposés et essayer de voir avec vous comment ces thèmes en fait ont une histoire longue et comment ils ont été en quelque sorte sédimentés au cours des années. Et donc, je le disais rapidement tout à l'heure, moi, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point tout ce que vous êtes en train de réaliser avec vos collègues, avec vos laboratoires, avec ces immenses projets de recherche internationaux, sont des questions et des projets en fait qui existent depuis au moins le XVIIe siècle, voire beaucoup plus. Voilà, donc c'est un petit peu l'axe de la première partie de mon intervention-réponse. Et puis le deuxième, c'est sur cette question de la terraformation, lunaformation, qui cette fois est en écho avec ce second ouvrage que je viens de publier. Mais d'abord, l'histoire longue de l'exploration lunaire. En fait, on pourrait dire que depuis les tout premiers textes de l'Antiquité, depuis Cicéron, Plutarque, les grands textes, la Lune est un objet de fascination et même l'objet par excellence de fascination humaine. C'est là où on projette les rêves les plus fous. Et ce qui m'intéresse en fait dans cet objet, c'est que et on le voit très bien d'ailleurs avec la fin de votre présentation, c'est que c'est à la fois le lieu des rêves les plus fous et aussi le lieu de la science la plus exigeante. Et c'est peut-être cette association-là qui rend la Lune si fascinante aujourd'hui. C'est là qu'on continue à envoyer nos rêves, mais c'est aussi là qu'on fait la science la plus pointue, la plus avancée, la plus expérimentale, qui va permettre de réfléchir sur la question du vivant, de l'exploration spatiale, vous le disiez tout à l'heure, du confinement, enfin, qui permet de faire vraiment des expériences extrêmement avancées. Drôle de paradoxe d'association. Alors, petit background, donc comme promis, historique. On a d'abord avec Plutarque, par exemple, qui écrit du visage dans la Lune, on a des imaginaires très tôt dans l'Antiquité de voyages lunaires.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on commence à parler de voyage lunaire, en tout cas dans l'Antiquité, pendant le Moyen-Âge, à la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle, c'est par excellence la fiction. Évidemment, dès qu'on parle de voyage dans la Lune, dès qu'on parle d'envol, ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que le texte qu'on est en train de lire est romancé, est inventé, est imaginaire. Donc la Lune est d'abord un marqueur de fiction dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire des sciences. On souffre encore, hein, puisqu'on m'appelle toujours lunatique. Hein. Ah ben voilà. Donc en fait, ça reste attaché à cette image-là. Donc marqueur de fiction. Et le deuxième, c'est lié à ce que vous venez de dire sur le lunatique, marqueur de rêve. Parce que la Lune, par exemple, selon l'Arioste, le grand poète, écrivain italien, la Lune est l'endroit où se retrouvent tous les rêves. Tous les rêves qu'on a fait un jour, en fait, sont concentrés là. Et si jamais on allait dans la Lune, on retrouverait tous ces rêves perdus. Et puis ensuite, on connaît bien, en France en tout cas, on connaît bien Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac qui imagine un voyage dans les empires de la Lune et du Soleil. Et ce qui est très intéressant, et je me suis intéressée longuement à tout ce corpus-là d'écriture sur la Lune au XVIIe siècle. En fait, il y a tout un genre qui se développe, qu'on pourrait appeler le genre du récit lunaire. Et il se développe, c'est pas un hasard, au XVIIe siècle, au moment, évidemment, de la révolution copernicienne, de la révolution cosmologique, de ce qu'on a pu appeler, d'après Alexandre Coiré, la révolution astronomique ou la révolution cosmologique. Donc, pour nos auditeurs, vous vous rappelez, c'est le moment où on a une représentation du cosmos où la Terre est fixe au centre, qui est la représentation classique de Ptolémée et d'Aristote, à une représentation où le cosmos n'a plus la Terre comme centre, mais le Soleil, et où la Terre est l'un des astres qui lui-même a cet autre astre qui lui tourne autour, qui est la Lune. Donc on a ce renversement très très profond des représentations du cosmos, de la Terre, et la Lune va avoir un rôle absolument déterminant dans cette révolution. Et c'est important de se souvenir de ce petit passage, de ce grand moment de l'histoire des sciences pour comprendre pourquoi la Lune a fait l'objet de tellement de textes fictionnels et scientifiques à ce moment-là. Donc, vous connaissez très bien l'histoire, Bernard, mais je la rappelle pour nos auditeurs communs. La Lune, jusqu'au XVIIe siècle, c'était la frontière absolue entre ce qu'Aristote appelait le sublunaire, sous la Lune, et le supralunaire. Et ça, c'est essentiel comme différence, parce qu'en fait, le sublunaire, c'était tout ce qui est corruptible, tout ce qui relève de la terre, de la transformation, de la corruption, tout ce qui peut mourir. Et le supralunaire, c'était le divin. Le supralunaire, c'était les différentes sphères solides, évidemment, sur lesquelles les autres planètes étaient fixées, et puis les 7 sphères, et puis ensuite les étoiles, et le domaine de la théologie, et des théologiens, et des mathématiciens. Et cette frontière de la Lune explose au XVIIe siècle. Et c'est ça qui est fascinant, et moi c'est ça qui me fascine quand je vous écoute, Bernard, c'est qu'on voit bien qu'en quelque sorte, la Lune a encore un petit peu ce rôle de frontière. C'est-à-dire qu'elle est à la limite de ce qu'on connaît. En fait, on est encore un peu aristotélicien, en quelque sorte. On a encore cette idée que, c'est pas qu'une idée, puisqu'on peut y aller dans la Lune, mais au-delà, finalement, corrigez-moi si je me trompe, on n'y est pas vraiment allé, en tout cas pas avec nos corps humains. On a envoyé des sondes, on a envoyé des robots, justement. Voilà. Nous allons envoyer des avatars. Des avatars. Bien connectés. Moi, ça. Un mini Frédéric, on pourrait avoir, et qui va pouvoir regarder, on pourra regarder à travers les yeux de notre avatar, manipuler, et on va peut-être commencer à préparer notre... À envoyer des corps humains. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc cette frontière qui explose au XVIIe siècle, et à cause de ça, la Lune devient un thème littéraire. Donc, j'ai parlé de Cyrano de Bergerac, mais on pourrait parler
des Anglais, William Godwin, Wilkins, qui écrivent aussi des romans. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, au XVIIe siècle, on a une très grande proximité entre les textes scientifiques et les textes littéraires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Kepler, par exemple, le grand astronome, a besoin de la fiction lunaire, donc de ce genre littéraire dont je parlais, pour démontrer la théorie copernicienne. Pourquoi il en a besoin ? Parce qu'à l'époque, on n'a pas encore Newton, on n'a pas encore les télescopes électroniques extraordinaires que vous utilisez, on n'a pas encore évidemment le voyage et les fusées, et donc on a besoin de voyager par la fiction et par l'imagination. Mais ce qui me fascine, c'est que ces imaginations de Kepler et des astronomes de son temps, pas que des littéraires, pas que des écrivains, mais de Kepler, de Huygens, de Descartes, de Wilkins et bien sûr de Galilée, eh bien, ces fictions-là sont utilisées par des scientifiques pour aborder des questions qu'en quelque sorte, votre génération de scientifiques ont résolu. C'est quoi ces questions ? C'est comment on voyage, comment on se transporte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait au corps de décoller, qu'est-ce que ça fait au corps de voyager dans l'espace intersidéral, comment on a l'uni, qu'est-ce qu'on trouve sur place, comment on se déplace sur place. Et par exemple, Kepler, je vous disais tout à l'heure, imagine des villes dans les cratères. C'est Galilée, bien sûr, qui leur a appris à l'époque que c'était des cratères, et pas simplement un visage dans la Lune comme imaginait Plutarque. Mais donc, non seulement il y a des villes dans les cratères, mais il y a des grottes. Et il imagine, alors moi j'étais fascinée de voir qu'il y a en effet des grottes. Ah oui, oui, on a trouvé, avec les nouvelles images, 200 entrées dans des grottes lunaires. Alors ça, c'est fascinant. Moi, vous voyez, là, vous m'apprenez quelque chose, mais moi, je connaissais la description de Kepler qui imagine qu'une partie de la population, parce que lui, il imagine, évidemment, des privolviens, comme il les appelle. Il y a différents noms qu'on invente à l'époque, les lunariens, les sélénites, mais bon, Kepler, il imagine privolva, il lui donne ce nom-là. Et il imagine qu'à cause de la chaleur énorme, donc il n'a pas encore l'idée des rayons cosmiques, il ne connaît pas tout ça, mais il y a ces intuitions qui font qu'on retrouve un petit peu votre discours. Il imagine que la chaleur est telle qu'elle est invivable et que donc la seule solution pour survivre sur la Lune, c'est d'habiter dans les grottes. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, il fait cette espèce de description complètement de science-fiction, on dirait aujourd'hui, où les plantes et les animaux croissent en une journée et déclinent dans la nuit, sont immenses. Donc, en fait, Kepler, quand on lit le texte dont je parle, ça s'appelle Le Songe de Kepler, donc on retrouve le thème du lunatique et du songe, mais ce songe est un texte très sérieux pour Kepler, parce que c'est un texte dans lequel il va, je vous le disais, se servir de la Lune comme point de vue pour démontrer que Galilée et Copernic ont raison. Donc, il se sert de la Lune pour regarder la Terre du ciel. Et ça, c'est un des grands thèmes de l'histoire littéraire, la Terre vue du ciel. Et là aussi, c'est très beau à nouveau de se rendre compte à quel point ce grand thème qui traverse les siècles, qui est un thème imaginaire, la Terre vue du ciel, eh bien, la NASA en 69 et ensuite toutes les générations, bien sûr, d'astronautes qui ont voyagé, qui ont pris des photos de la Terre vue du ciel, ont réalisé en fait cette image fantasmatique qu'on trouve tout au long de l'histoire. Et donc, on a des descriptions en 1623, en 1630, on a des descriptions du globe terrestre en train de tourner devant les yeux d'un observateur évidemment imaginaire qui se trouve sur la Lune. Et bien sûr, ça évoque les images extraordinaires qu'on aurait pu montrer, que je n'ai pas là sous la main, mais de Earthrise, le fameux lever de terre, ou la fameuse... Notre bébé Smartin, donc, lui, a fait aussi des images de lever de terre au-dessus du paysage lunaire. Et ça nous a inspiré. Et maintenant, moi, mon objectif, dans 20 ans, je vais prendre ma retraite et je vais vivre dans une maison au pôle sud de la Lune.
et regarder le lever de terre. Et je vous invite tout le public, hein, d'ici 20 ans, venez me rendre visite pendant le week-end. Hein, vous demandez seulement un jour de congé. Alors, un jour sur la Lune, hein, c'est un mois. Demandez un jour de congé et venez me rendre visite et on regardera la Terre depuis la Lune. Alors justement, cette question de l'installation, vous en parlez sur un ton de plaisanterie, mais moi j'avais envie de discuter avec vous de la possibilité, ou pas d'ailleurs, dans les photographies étonnantes que vous nous avez montrées de ce village lunaire, on voit la Terre de loin, comme si c'était une espèce de paysage, d'horizon. Et bien sûr, la question, et là c'est plus en lien avec mon livre Terraforma, la question qui se pose aujourd'hui quand on vous écoute, c'est dans quelle mesure cette habitation sur la Lune, cette installation sur la Lune est vraiment possible. Est-ce que c'est une blague quand vous dites que dans 20 ans, vous allez vous installer sur le pôle sud de la Lune pour observer les terres? Dans 20 ans, je vous ai dit, il y aura 100 personnes sur la Lune. Je peux être un des 100. Puisque comme j'ai déjà étudié la Lune, j'ai un petit avantage, j'ai les cartes et je sais où aller. Mais c'est vrai, ça va être dans le domaine. Et dans 40 ans, il y aura 10 000 personnes sur la Lune. Il y aura déjà des grandes villes. Je pense que ce sera un déroulement assez naturel. Alors, évidemment, il faut résoudre des problèmes techniques, hein, des problèmes de... Bon, il faut emmener... il faut des fusées hein, qui soient fiables. Il faut des systèmes bien isolés thermiquement. Il faut des robots qui construisent. Il faut aussi comprendre comment la vie terrestre peut s'adapter aux conditions lunaires. La protéger, par exemple, des radiations, mais aussi un sujet intéressant est de savoir si à 1/6 de gravité et comment le corps humain en particulier peut s'adapter. On sait que c'est difficile à 0 gravité, mais 1/6 de gravité, on peut quand même encore marcher, on peut s'adapter. Après, il y a l'aspect, est-ce qu'un bébé peut vraiment naître sur la Lune, hein? Donc, embryologie à 1/6 de gravité, ça, on n'a pas encore essayé. Sexualité à 1/6 de gravité, on n'a pas encore fait ça encore. Donc, il y a tout un ensemble de connaissances qu'il faut acquérir. Mais d'ici une dizaine d'années, quand nous aurons donc des équipages en permanence, nous allons apprendre vraiment à travailler, à vivre à la surface de la Lune. D'abord avec des astronautes professionnels, mais après avec des membres de la société civile en général, puisque pour un village, il faut quand même une bonne diversité de corps de métier et aussi de provenance géographique. Et ça sera un beau village sur lequel on va pouvoir vivre pacifiquement aussi. Il est interdit de faire des guerres sur la Lune. Hein, donc, on va pouvoir créer une sorte de société en partie utopique, mais tellement proche de la Terre qu'on peut aussi bénéficier depuis la Terre de ce que l'on va développer sur la Lune. Alors, ce qui est fascinant quand on vous écoute, c'est que là encore, ça fait écho aux rêves des premiers astronomes, puisque Kepler disait un jour, on fera comme pour les grandes découvertes, l'Amérique, etc. On prendra des voiliers qui pourront voguer à travers le ciel et on ira s'installer sur la Lune. Sauf que quand je fais cette comparaison, évidemment, on sait bien ce qui s'est passé avec les Amériques. Ça s'appelle la colonisation. Et donc, la question qu'on a envie de vous poser tout de suite, c'est pourquoi s'installer sur la Lune? Est-ce que c'est pour les ressources? Est-ce que c'est une nouvelle colonisation? Qu'est-ce que vous faites de cet comment dire, argument qui est un petit peu critique mais au fond, est-ce qu'il ne faut pas laisser la Lune vierge, terra incognita? Est-ce que l'homme a vraiment besoin de s'installer partout ou est-ce qu'il faut absolument mettre nos colonies, nos exploitations et aller chercher une autre terre alors que la nôtre a tellement besoin de soins? Je fais exprès l'avocat du diable, vous connaissez l'argument et l'objection. Alors, pour moi, d'abord, ce n'est pas une colonisation, puisque, une colonisation, disons, les défauts de la colonisation, c'est qu'il y avait déjà une population sur place qui a souffert hein, de l'avancée des conquistadores et des autres. Alors que sur la Lune, il n'y a pas de vie sur la Lune, déjà, donc on ne va pas détruire une vie présente. Mais aussi, j'ai la vision, peut-être aussi d'un astronome, où nous savons que, vous savez, dans votre corps, il y a beaucoup d'eau, hein, 60-70% d'eau. Il y a l'hydrogène. Cet hydrogène vient du Big Bang, du début de l'univers.
il y a le carbone, l'azote, l'oxygène qui viennent de réactions nucléaires dans le cœur des étoiles. Donc, nous sommes des enfants d'étoiles. Et hop, tous ces ingrédients ont créé la vie sur Terre. De façon naturelle, nous pourrons retourner vers l'univers. Et la Lune peut être un premier pas. Donc, sur l'océan de l'espace, c'est la première île où nous pouvons déjà apprendre à vivre au-delà du berceau de la Terre. Après, il faut le faire de façon responsable. Donc, avec divers objectifs. Au début, ces objectifs de connaissance, hein, puisque la Lune nous apprend sur l'histoire de la Terre. On pourra faire de l'astronomie sur la Lune, on pourra faire des sciences de la vie, adapter la vie là-bas. Puis, on pourra faire développer des technologies nouvelles. Puis, il y a des ressources. Il y a en particulier ces ressources, l'eau sur Terre, et il y en a beaucoup, mais pour envoyer de l'eau dans l'espace, ça coûte environ 50 000 € par kilogramme. Sur la Lune, vous pouvez donc l'exploiter sur place, le mettre dans l'espace à moindre coût. On peut développer une économie de l'eau à partir de certaines ressources de la Lune. Mais je pense qu'une ressource les plus importante, c'est une terre donc d'aventure, pacifique et d'innovation, et qui appartient à tous. D'ailleurs, pas seulement à l'humanité, puisque en fait, l'humanité, c'est une des espèces. Hein, il y a peut-être 800 millions d'espèces. C'est l'espèce qui peut aller sur la Lune, mais qui peut aussi éventuellement créer une sorte de seconde biosphère à la surface de la Lune, donc en milieu artificiel, mais qui pourrait être d'une part un tremplin pour répandre la vie en dehors de la Terre, et puis éventuellement même ça pourrait être un refuge, ça pourrait être une sorte d'arche de Noé s'il y a par exemple une catastrophe, un astéroïde qui vient impacter la Terre et qui détruit la vie pendant des mois et des mois. On pourrait avoir un refuge pour notre biosphère, une sorte d'arche de Noé. Donc ça pourrait être aussi éventuellement une sorte de vaisseau de survie, de continent de survie. Mais aussi, en dehors de cela, il y a le fait que c'est un lieu où on peut inspirer le public, les jeunes, et aussi avoir une sorte de renaissance. Donc, vous avez parlé aussi de cette époque, Renaissance et un peu après la Renaissance, où l'art, la science, la culture, la science-fiction, le réel étaient plus mélangés. Et il est peut-être important maintenant aussi d'exploiter l'aspect multidimensionnel de l'humain, et en ayant des aventures à la fois scientifiques, exploratoires, artistiques, et faire ça pour le bénéfice de tout le monde. Oui, ce qui est certain, c'est que la Lune invite à ça automatiquement, puisqu'elle a cette longue histoire à la fois artistique, littéraire, philosophique. Moi, ce qui me frappe quand je vous écoute, c'est très beau, c'est de voir à quel point vous croyez à la possibilité de vivre en dehors de la Terre pour nous. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu je dirais la grande divergence aujourd'hui. Est-ce qu'on veut croire à la possibilité de vraiment survivre en dehors de la Terre? Est-ce que c'est vraiment possible à long terme? Est-ce qu'on aura un jour les moyens techniques d'être loin de tout ce qui nous fait terriens et de tout ce qui nous fait vivants? Alors, la Lune est proche. Donc, pour ça, c'est vraiment un continent qui est accessible. Il y a un coût pour y aller. Hein. C'est ça qui est le facteur limitant. Mais d'ici une trentaine d'années, ça coûtera peut-être le prix d'une maison d'aller sur la Lune et d'aller s'y installer. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui auront la capacité de le faire. Alors, moi, je le ferai peut-être pour ma retraite, mais certains voudront le faire auparavant. Et il y a aussi des possibilités d'avoir une sorte d'activité là-bas où nous bénéficions à la société terrestre. Donc, on peut exploiter des ressources, c'est vrai, mais aussi il y a tout un ensemble de services qui peuvent être développés. On peut organiser des lunes de miel aussi, hein, il y aura du tourisme, et aussi même certaines nouvelles entreprises d'innovation. Et même avec une population de 1 millier ou 10 000 personnes, on peut engendrer quand même une valeur ajoutée qui va bénéficier à toute l'humanité. C'est réaliste d'ici une trentaine d'années. Ouais.
J'imagine pas que ce soit si proche, en fait, ce rêve très ancien des humains. Là, vous nous le faites entrevoir Ça peut aussi pour demain. Mais il y a des facteurs d'accélération. Là, il y a par exemple des personnes comme Elon Musk ou Jeff Bezos qui disent qu'on pourrait même aller sur Mars à l'échelle de 20 ou 30 ans. Jeff Bezos travaille aussi sur des projets de villages orbitaux autour de la Terre. Hein, donc, on peut avoir des populations de milliers de personnes et dans des conditions qui seront même plus confortables que dans certaines régions terrestres. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça doit être fait en synergie avec justement ce que nous faisons avec la Terre, comment nous allons vraiment vivre de façon plus harmonieuse avec la Terre elle-même, mais aussi entre nous. Et pour cela, la Lune est un bon outil, comme l'a été la Station spatiale internationale. C'est un outil où des pays qui sont en conflit sur Terre ont travaillé ensemble sur la Station spatiale internationale. Dans notre village lunaire aussi, on va faire travailler ensemble des pays, des acteurs, et donc créer de la paix et de l'innovation. Et utiliser en fait cette innovation, parce que la guerre, par exemple, la militarisation est interdite sur la Lune pour l'instant. Donc, on ne peut utiliser nos technologies qu'à faire de la paix et à créer de la science et de l'innovation. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer que la Lune ne devienne pas ce territoire de fuite pour gens riches, parce que ça serait terrible, mais, comme vous le disiez, serait au contraire ce lieu dans lequel on va se ressourcer au sens fort pour prendre soin autrement de la Terre. Vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu dans l'exploration spatiale et dans les choix à la fois scientifiques et politiques qui peuvent être faits aujourd'hui, un petit peu, on est un peu à un moment de carrefour. Et j'ai l'impression, enfin, que vous faites partie des gens qui sont, voilà, c'est de quelle manière on va sur la Lune et quelle est cette relation entre la Terre et la Lune, comment on fait pour ne pas oublier qu'en fait on vient de la Terre, on vient des étoiles, mais on vient de la Terre, et que si on met nos énergies et nos finances dans le voyage spatial et qu'on oublie la Terre, c'est évidemment un drame et rien n'est possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette condition que je propose? Ah oui, de toute façon, nous sommes très, très terriens. Hein. Bon, même si nous venons de l'univers, quand même, notre maison est la Terre, hein, notre berceau est la Terre. Et, mais l'étape intermédiaire, là, vous êtes jeune aussi, donc vous voulez rester sur Terre encore, c'est d'envoyer, par exemple, des messages ou des œuvres qui pourraient impliquer la Lune. Ça, c'est notre projet, par exemple, de galerie d'art lunaire, où nous avons donc des artistes, des penseurs qui vont envoyer donc une œuvre d'art de 1 centimètre et qui va rester sur la Lune pour des millions d'années. Et c'est le message qui délivre, qui est en fait essentiellement un message qui délivre pour la Terre. C'est ça. Quel est notre héritage, notre culture, notre passé? Et bon, la Lune est un bon vaisseau d'inspiration, en fait, pour des initiatives qui peuvent aussi nous rapprocher, nous, entre humains. Ah ben, je vous laisse finir sur cette belle... Donc, j'invite voilà, nos auditeurs et vous-même, hein, si vous avez une idée, donc sur notre galerie lunaire, hein, vous faites le site web, c'est moongallery.eu. Vous pouvez regarder, faire des propositions d'œuvres d'art ou d'œuvres diverses que vous voudriez envoyer sur la Lune. Et on pourrait, oui, nous avons encore de la place. Nous visons d'ici 2 ans d'envoyer la première galerie, mais après, il y aura d'autres possibilités d'envoyer des messages là-bas. J'ai eu aussi une étudiante qui a travaillé sur un projet qui était une sorte de sanctuaire de bibliothèque d'Alexandrie que l'on pourrait envoyer sur la Lune. Et au cas où la civilisation disparaît sur Terre, on peut réémettre un petit peu ces messages vers les humains pour leur apprendre leur histoire. Il y a tout un ensemble de projets à caractère culturel ou historique qui pourraient utiliser la Lune comme plateforme. Sans oublier, pour nos amis qui aiment les sports,
Donc, d'ici 30 ans, nous avons l'intention d'organiser les premiers Jeux olympiques sur la Lune. Et à cause de 1/6 de gravité, vous pouvez sauter 6 fois plus haut, lancer bien plus loin. Et donc, il y a aussi donc, des moyens d'impliquer la société dans toutes ses facettes, la facette de connaissance, la science, mais aussi les jeux, les sports. Et ça sera vraiment un continent, un 8e continent très fascinant donc, à habiter. À habiter. Ou avoir des connaissances qui habitent et interagir avec nos amis et collègues sur la Lune. Donc, on demande à nos membres du public, vous êtes prêts pour le voyage? On va commencer par des petits robots, des avatars, où vous envoyez votre petit cube d'art sur la Lune, et puis nous essaierons de préparer le village lunaire. Merci à vous deux pour toutes ces informations et votre échange qui était très enrichissant. Vous avez, lors de votre échange, pas mal répondu aux questions qui sont assez générales sur pourquoi un tel engouement, pourquoi partir, pourquoi se reproduire là-bas, pourquoi une école, une œuvre d'art, des questions assez ouvertes. Il y a quand même quelques questions très pointues, techniques, qui sont arrivées au fur et à mesure de votre présentation. Donc, je vous les livre un petit peu comme elles sont arrivées. Certains se demandent si les rovers lunaires actuels sont partiellement autonomes ou complètement commandés depuis la Terre, et ce qu'il en sera dans le futur. Peut-être je vous laisse répondre et je vous les donne les unes après les autres. Donc oui, en fait, sur la Lune, on pourrait les téléopérer depuis la Terre à cause du seulement 3 secondes de temps de retard, aller-retour. Mais comme nous développons aussi des robots qui sont complètement autonomes pour Mars, nous avons la possibilité d'avoir des robots qui peuvent aussi travailler par eux-mêmes tout seuls. Donc, on peut avoir une sorte de troupeau de robots qui travaillent par eux-mêmes, et de temps en temps, on va avoir des volontaires, des jeunes qui aiment les jeux vidéo, là, on va les employer et à utiliser ces robots pour des tâches un peu plus délicates, et puis parfois pour des tâches un peu plus simples, ils vont travailler de façon autonome. Et on va aussi travailler sur cette coopération, si on a plusieurs robots. Donc, il y a tout un ensemble des populations de robots, même assez simples, peuvent mener des tâches assez complexes. On nous demande si vous pouvez expliciter le fait que de nombreuses sondes lunaires ont une durée approximative de vie sur la Lune d'une journée lunaire, et pourquoi il serait si difficile de résister à la nuit lunaire. Alors, une sonde qui s'est posée, c'est vrai, quand elle est sur l'équateur, en fait, quand elle n'est pas sur les pôles, c'est vrai, voit des 2 semaines à très haute température, à plus 120 degrés, et 2 semaines à très basse température, moins 160 degrés, mais surtout, il n'y a pas d'énergie. Et donc, il faut trouver un moyen de préserver l'énergie pendant 2 semaines sans énergie, très froid. Et là, on essaie de travailler sur des solutions, et on a trouvé quelques solutions pour cela. Donc, il faut un concept où on est capable, en fait, d'hiverner pendant 2 semaines. La partie électronique doit être bien protégée quand même, à pas trop basse température, et on doit avoir un système où le robot peut se réveiller après 2 semaines. Donc, on arrive à faire cela maintenant. Sinon, on peut aussi utiliser de l'énergie nucléaire pour alimenter un peu d'énergie pendant la partie de nuit. Quand on va au pôle, là, par contre, si on est sur ce pic Smartin de lumière éternelle, on a de la lumière solaire en permanence. Et donc, là, le concept technique est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que maintenant, il y a une course pour aller vers ces pics de lumière au pôle. Alors, vous avez mentionné le fait que sur la Lune, c'était donc plus facile de décoller, donc plus facile de partir vers Mars. Est-ce que cette étape sera obligatoire, entre guillemets? Est-ce que c'est une étape nécessaire? Est-ce que tous les voyages vers Mars passent par la Lune en orbite, ou dans le futur, partiront toutes de la surface de la Lune? On n'a pas besoin vraiment d'aller sur la Lune si on veut aller sur Mars directement.
mais ça peut être, comme parfois, ça peut être un aéroport ou un spaceport pratique, puisqu'on peut faire, par exemple, un ravitaillement, on peut prendre des réserves de fuel pour la fusée, etc. On pourrait envisager comme plaque tournante pour voyager dans le système solaire dans son ensemble. Et puis, ceux qui sont pressés peuvent éventuellement prendre le vol direct vers Mars, mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas se ravitailler dans la boutique de l'aéroport entre-temps. Mais c'est vrai qu'on aussi, la Lune peut être, bon, c'est un continent intéressant par lui-même, mais ça peut être aussi un endroit où on va apprendre à vivre comme on va le faire sur Mars. On va apprendre aussi à piloter des systèmes robotiques complexes et à répondre à leurs défaillances, puisque on peut intervenir, et on aura un système beaucoup plus robuste qui après peut être transposé sur Mars, parce que quand on va sur Mars, on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'il faut plus d'une année pour revenir. Alors, on nous demande sur ce fameux village lunaire qui sera construit à partir de la régolithe, la poussière sur la Lune. Si vous connaissez la composition de ce béton qui a été imaginé pour construire en 3D ces îlots du village lunaire. Oui, alors en particulier, bon, c'est un projet en fait dont j'étais en partie initiateur, que nous avons mené à l'Agence spatiale européenne, où nous avons donc eu des compagnies qui ont utilisé un équivalent du sol lunaire. Et donc c'est la poudre de basalte. Et alors, il y a plusieurs moyens de construire à partir de cette poudre. On peut imprimer en 3D, il faut rajouter une sorte de liant, mais aussi on a d'autres technologies où on peut faire fondre cette poudre et faire de l'impression en tridimension en la faisant fondre avec un faisceau solaire, ou même on peut mettre cette poudre dans un four à micro-ondes et faire chauffer les petites particules métalliques qui sont présentes, et aussi donc la liquéfier et contrôler sa forme. Et ensuite, donc, il suffit d'avoir ces têtes chauffantes sur les robots pour recueillir la poussière lunaire et donc imprimer alors une structure qui peut être une sorte de structure en nid d'oiseau, donc qui est très légère, mais qui a une bonne, qui est robuste en fait. En particulier, comme sur la Lune, il n'y a qu'un sixième de la gravité, on peut avoir des structures architecturales beaucoup plus fragiles, qui ne vont pas s'écrouler sous leur propre poids. Donc, on pourra penser à avoir des tours et des structures assez superbes par rapport à ce qu'on a sur la Terre. Des cathédrales qui pourraient être même plus grandes que sur la Terre. Et alors, concernant la glace d'eau lunaire, l'eau qu'on peut trouver sur la Lune, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la quantité disponible, sa composition, et s'il y a un traitement nécessaire avant qu'elle soit exploitée directement sur la Lune? Alors, j'ai fait un petit calcul de cela, donc j'ai publié. Donc, les régions qui sont toujours à l'ombre sur la Lune, elles ont une surface d'environ 15 000 km², et on a découvert que dans les 2 mètres à la surface, il y a environ 5% de glace d'eau. Donc, hop, vous pouvez faire votre petit calcul, et on trouve que ça correspond éventuellement à 1 milliard de tonnes de glace d'eau qui seraient disponibles. Alors, on ne va pas vouloir épuiser tout ça, hein, puisqu'on veut le garder pour le développement durable, mais même si on n'exploitait que 1/1000 de ces ressources, hein, ça serait 1 million de tonnes, c'est bien suffisant. Et de toute façon, sur notre base lunaire, on va recycler de toute façon, on ne va pas laisser perdre cette eau. Toute l'eau qu'on utilise, on va la recycler, l'oxygène aussi. Et donc, ça peut être utile au départ pour commencer donc le village habité et certaines industries, mais après, on va essayer d'utiliser le moins possible ces ressources. Alors, encore une petite question technique. Est-ce que les derniers résultats scientifiques qui sont issus des missions chinoises, que vous avez mentionné au début de votre exposé, est-ce que vous avez quelques retours à transmettre au public? Il semblerait que le grand public ait du mal à avoir des informations sur ce qui ressort de ces retours d'échantillons, etc. Ah oui, alors bon, le retour d'échantillons, c'est tout récent, hein, puisqu'ils ont fait ça en décembre. Mais moi, j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec nos collègues chinois. À l'époque, quand nous étions tout seuls autour de la Lune avec Smart 1,
ils étaient en train de préparer leur mission. Et ils avaient des grands radiotélescopes sur Terre et ils voulaient savoir est-ce qu'ils vont marcher avec notre sonde lunaire. Alors on leur dit, bon, on va vous aider, on va vous envoyer des signaux avec ce Martin depuis la Lune et puis vérifier que vous êtes capable de les détecter. Et ça les a bien aidés. Et en échange, ils ont dit, oh, on va vous inviter sur notre mission chinoise. Donc, on a contribué à leur mission chinoise. On leur a aussi fourni des stations pour recevoir leurs données. Et ça a créé toute une collaboration, échange de données, échange de communication, ce qui fait qu'ils nous ont invités chaque fois à les aider pour chacune de leurs missions, mais aussi, ils vont maintenant nous inviter pour mettre des expériences européennes sur leur prochaine mission chinoise. Alors maintenant, à propos des missions de retour d'échantillons, c'était vraiment une prouesse technique, ce qu'ils ont fait, puisque ça n'a jamais été fait comme ils l'ont fait, d'avoir un échantillon fait complètement de façon automatique, avec un rendez-vous autour de la Lune, automatique, et puis retour vers la Terre. Donc, ils ont maintenant leur échantillon, 1,7 kg, et ils se sont mis d'accord avec les Européens et les chercheurs du monde pour leur donner accès à ces échantillons pour faire des recherches conjointes scientifiques. Il y a seulement un problème au niveau des Américains. Les Américains n'ont pas le droit de collaborer avec les Chinois. Il y a une sorte de, il y a une loi passée, s'appelle l'amendement Wolf, dans le Congrès américain, qui leur interdit de collaborer avec les Chinois. Mais alors maintenant, ils seraient bien intéressés d'avoir accès à ces échantillons. On va essayer de trouver un moyen quand même pour la science de permettre qu'il y ait cet échange, parce qu'il y a quand même très forte expertise aussi aux États-Unis, mais nous avons des très bons groupes en Europe qui seraient capables d'analyser ces échantillons et ils ont déjà pris les contacts avec les universités et l'équipe chinoise de Chang'e 5. Alors, une petite question qui va peut-être être difficile à vulgariser pour finir. Le langage utilisé par les robots pour communiquer, la question est peut-être pas complète, que ce soit les robots entre eux sur la Lune ou nous avec les robots à distance. On mentionne le langage Pascal, point d'interrogation. Je vous laisse développer. Bon, alors en fait, les robots de nouvelle génération, en fait, ils utilisent maintenant des langages qui sont beaucoup plus amicaux vis-à-vis des développements les plus récents. Donc, même moi, je suis capable d'interagir avec les robots et on a développé des outils. Donc, on a des plateformes pour converser avec les robots, pour les contrôler. Et aussi, on a développé des plateformes aussi où les robots sont capables de travailler de façon autonome. Et on regarde aussi maintenant des moyens d'intelligence artificielle et d'apprentissage par le robot des tâches qu'il va devoir effectuer. Donc maintenant, il y a des experts qui sont capables de développer des robots qui vont prendre leur place et qui vont être capables d'effectuer des tâches de façon autonome et intelligente. Merci pour toutes ces réponses. Je vous ai transmis l'intégralité de ces questions techniques. Est-ce que vous voulez donner un petit mot de la fin, vous et Frédéric, si vous voulez aussi Frédéric, je vous laisse un petit mot. C'est difficile, on va essayer de le donner ensemble. Non, mais il me semble que tous ces projets s'inscrivent dans l'histoire longue de la fascination des humains pour le ciel et pour la découverte et pour l'exploration. Et c'est ce que vous nous donnez à penser et à rêver avec toutes ces questions qui sont à la fois artistiques et scientifiques et techniques. C'est ça qui me frappe. C'est qu'on voit bien, comme vous disiez, qu'on a besoin de réunir toutes ces capacités humaines d'imagination et d'invention et d'inventivité pour pouvoir continuer. Bien, donc moi, comme je l'ai dit, j'espère d'ici 20 ans m'installer sur la Lune. Et donc, j'aimerais bien, depuis là-bas, qu'on ait l'occasion de continuer notre discussion, éventuellement avec d'autres événements aussi à la Cité des Sciences et avec notre public. Aussi, donc, si parmi le public, il y a des membres qui sont intéressés par ce que nous faisons sur notre plateforme Euromoon Mars, nous avons des projets, des bourses pour les jeunes en particulier. Nous avons ce projet aussi Galerie d'art lunaire. Donc, n'hésitez pas à vous engager. Et puis, nous serons contents aussi lorsque nous sortirons de cette pandémie
d'essayer d'organiser un événement où nous pourrons nous rencontrer en personne, d'abord sur Terre, puis préparer certains projets ensemble. Donc, merci merci depuis la Lune. Je vous souhaite un bon retour sur la Terre à tous, en toute sécurité. Et je vous remercie aussi, je remercie les organisateurs, je remercie Frédéric aussi pour ces échanges. J'espère que nous pourrons continuer. Et et à notre public, voilà, donc mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Et n'oubliez pas que la nouvelle année lunaire commence le 12 février. Et donc, éventuellement, on va pouvoir encore recélébrer la Lune à cette date. Merci beaucoup pour cet événement. Merci à vous également. Merci effectivement au public présent ce soir. Merci aux régisseurs et régisseuses qui sont derrière et qui gèrent la diffusion de cette soirée. Merci à ma collègue qui était sur le chat en ligne en direct. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée à tous.